Ossisco. Rouyn-Noranda, une ville du nord-ouest du Québec, contient un trait d'union dans son nom. Il y a aussi un trait d'union dans la ville, le lac Ossisco. C'est un lac de tête, sans affluent, qui fait face aujourd'hui à de graves problèmes d'eutrophisation. Ce balado accompagne la réalisation d'un projet collaboratif intitulé « Spectralité et spéculation du lac Ossisco ». Aujourd'hui, on enregistre le 5e épisode du balado Ossisco, un lac de tête. Je suis en compagnie de ma co-animatrice Audrey Grandchamp. Allô Audrey. Allô. Et de deux personnes participantes au projet, l'artiste et professeur Kim Waldron. Bonjour. Hello. Kim. Et de l'écrivain et professeur Philippe Charron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Donc, on commence d'habitude en vous demandant de vous présenter brièvement. Kim, je commencerai avec toi. Je m'appelle Kim Waldron, puis je suis une professeure à l'École visuelle et médiatique à UQAM. Oui, ma pratique artistique est en lien avec l'autoreprésentation et la photographie, mais c'est plus en lien avec l'échange avec les autres et la documentation de cet échange. Merci. Puis, Philippe, toi, comment tu te décrirais? Comment je me décrirais? Alors, je suis professeur au département d'études littéraires de l'UQAM et plus spécifiquement en création littéraire, et je m'intéresse plus particulièrement au lien entre l'écriture, les modalités d'écriture et l'écriture comme technique sociale, et les liens qu'on peut faire entre l'écriture et la diversité d'usages sociaux, de pratiques sociales, donc qui sortent de la littérature. Donc, comment l'écriture peut redéfinir nos pratiques et, de manière réciproque, comment les pratiques sociales peuvent nous aider à déployer des nouveaux modes d'écriture. Oui, ben Philippe, en fait, je te demanderais de continuer peut-être sur cette démarche-là, peut-être pour expliciter un peu ce que tu entends par les usages sociaux et comment la littérature peut intervenir là-dedans. Puis je trouve ça intéressant aussi que Kim soit justement te placer dans des situations sociales qui touchent aussi à des pratiques et des métiers. Donc, en tout cas, il y a clairement des liens entre vous deux, mais ce que je demanderais, Philippe, si tu peux plus pour les néophytes là, qui savent pas exactement en quoi la littérature peut intervenir concrètement sur les usages sociaux, puis puis comment tu t'y prends, quels usages tu choisis, comment tu les approches, voilà. Oui, alors, habituellement, mon travail procède plus de ce que je pourrais appeler l'échantillonnage des discours sociaux, des jeux de langage qui sont joués dans les pratiques, mais c'est toujours de penser que on manipule le langage dans le cadre de pratiques précises et de contextes précis. Donc, ma méthode, ou en tout cas, une des approches là que je pratique, c'est justement d'étudier en fait des dynamiques sociales et d'échantillonner en fait des différents jeux de langage que je vais recontextualiser pour créer des agencements entre des jeux de langage qui ont lieu dans différentes pratiques, pour créer soit des chocs, soit proposer une sorte de redisposition de ces jeux de langage pour peut-être rendre possible des reconfigurations en fait de nos manières de penser, les pratiques, nos usages, notre monde. Et ce que j'entends par pratique et usage, ce sont des notions quand même assez floues, mais c'est un peu aussi la plasticité de ces notions-là qui m'intéresse, parce qu'une pratique, on peut penser autant à toutes les pratiques sportives, les pratiques culinaires, les pratiques d'écriture, et qui sont composées aussi d'usages. Et il est difficile de définir ce qu'est une pratique sociale, dans la mesure où quand on définit une pratique sociale, on a tendance à décrire par d'autres pratiques, ces pratiques-là. Ouais. Donc, c'est vraiment rentrer dans l'enchâssement des pratiques aussi, pour essayer de montrer
où il y a cohésion sociale, mais où aussi il peut y avoir rupture sociale. Et c'est justement, c'est de penser comment on reconfigure cet espace social qui est la pratique. Donc, c'est beaucoup, pour récapituler, j'utilise le terme de littérature parce que je travaille principalement le langage, mais c'est beaucoup à partir de procédés comme de recontextualisation d'énoncés préexistants, de description de pratiques sociales. Je peux aller piger autant dans des forums sur le web qu'en regardant la télé, qu'en écoutant quelqu'un parler à la caisse du supermarché. Bon, c'est vraiment un grand environnement de pensée. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as un large corpus quand même. C'est très vaste. Oui. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis aussi sur l'idée du langage puis de sa plasticité puis de la possibilité de jouer avec ça. Puis je trouve, justement, ça fait écho un peu à ta pratique aussi, Kim, de... Complètement, j'ai apprécié cette image parce que, enfin, dans ma pratique artistique, je m'insère dans des contextes réels, puis j'invente un peu une idée. Ça commence avec une idée, puis je me lance dans le monde quelque part, puis je prends des photos, puis c'est la relation entre moi-même dans cet espace, en relation avec cette chose que je propose et la réalité des autres, puis aussi la décision des autres de participer dans le projet, parce que c'est un peu quelque chose qu'on fait ensemble. Enfin, puis des fois, j'ai comme une idée de début, mais c'est à partir de le faire que le sens du projet devient concrète, et c'est à partir de cet échange avec les autres. I guess ça peut être aidant d'avoir comme des exemples, juste pour... Ouais, ben c'est ça que j'allais demander. Je me suis lancée dans une campagne électorale pendant les élections de 2015. Puis j'ai aussi appris comment abattre des animaux, puis traiter la viande qu'on mange à partir d'un projet pour partager d'où vient notre nourriture. Quoi d'autre? J'ai demandé des hommes d'emprunter leurs habits à Paris pour faire un projet qui s'appelle Working Assumption, qui a été au début de ma pratique artistique, quand je ne savais pas ce que je veux faire comme profession. Alors, je me suis présentée comme artiste pour la première fois pour faire ce projet envers les autres. Puis, c'est un peu le moment flou où tu ne sais pas ce que tu veux être que j'ai comme essayé de un peu interroger avec ce projet-là. Mm-hmm. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, Philippe, quand tu parlais de tes travaux en tout cas, redisposition, ou tu sais, avec le texte, tu disais que des fois, il y a des résistances ou des oppositions qui émergent. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un exemple. Je sais pas si, Philippe, toi, t'avais... Kim, ce que tu dis sur le travail me fait penser peut-être à une question assez importante dans mon dernier livre qui s'appelle Superball, et c'est la question du travail, donc du langage qui se joue je dirais pas dans le travail, mais je suis allé piger beaucoup dans les offres d'emploi, par exemple. Et je m'intéresse beaucoup au processus, aux exigences, aux critères, mais c'est de croiser, par exemple, ces jeux de langage-là à des jeux de langage théoriques, par exemple, à des énoncés. Bref, là, j'ai pas d'exemple concret outre cette idée du travail, mais bon, c'est aussi de tenter de les croiser avec des jeux de langage qui proviennent d'autres domaines. Et par exemple, dans ce livre-là, je faisais beaucoup référence à l'élastique comme objet plastique, si je peux dire, et comme objet industriel. Donc, il y a aussi tout un réseau de sens, en fait, qui va se créer entre les différents énoncés. Voilà. Mais c'est aussi ça permet d'entrer, ce type de recherche-là permet d'entrer dans un monde qui nous est pas familier, d'entrer dans un jeu, par exemple, celui-là de la recherche d'emploi qui m'est pas familier, et de justement
rentrer en tout cas d'une certaine manière dans cette joute et de voir ce qui s'y joue et de le redistribuer aussi là, pour essayer peut-être de le rendre visible d'une certaine manière, d'en montrer des aspects. Je travaille le plus souvent en regardant la télévision. Mais je me sers beaucoup de ce qui se passe à la télévision aussi dans mon travail. Mais c'est une sorte de refuge, de disposition. Changement de les choses sur le web maintenant, que les gens arrêtent d'utiliser, comment est-ce que ça affecte? Je suis très, très attaché à la télévision. C'est un truc, sans doute, on pourrait me psychanalyser à ce sujet-là. Une immense téléplasma chez lui. Voilà. Puis, non, c'est un truc qui, même quand j'écris des articles, il y a souvent le téléviseur qui est allumé parce que c'est un truc, c'est une présence, c'est un contre-champ, j'ai l'impression, qui fait que moi, c'est une peur du silence, peut-être. Ouais. Mais à force, peut-être, de travailler avec ce médium-là accessible, je me suis mis à penser à la façon dont je pourrais travailler avec la télévision. Et là, j'ai un projet en cours. Ça peut peut-être donner un autre exemple sur ce que je disais plus tôt. C'est que je vais à la fois photographier comme aide-mémoire les descriptifs, en fait, des émissions de télévision pendant une case horaire. Et je les retranscris dans un document, mais ensuite avec un outil web, je ne me souviens plus du nom du logiciel, mais j'essaie de créer des tableaux synoptiques pour une case horaire. Par exemple, je regarde la télé de 3h à 4h et il y a toutes sortes de descriptifs des émissions de télévision, des émissions d'enquête, des documentaires, des jeux télévisés. Et c'est de rendre autonome, en fait, ce descriptif-là, et avec l'intelligence artificielle, avec ces logiciels de mise en commun, essayer de créer des réseaux de sens entre les différents descriptifs pour essayer de mettre de l'avant des aires de famille entre des descriptions d'émissions de télé qui, a priori, ont rien à voir ensemble. Par exemple, un jeu télévisé avec un film d'amour, par exemple. Bon, ce genre de truc. Et c'est ça, c'est un bon exemple du terrain dans lequel, du contexte dans lequel je me place, le matériau avec lequel je travaille et de quelle manière ce matériau oriente aussi le processus de travail dans lequel je m'enfonce. Voilà. Je sais que tu vas pas nécessairement dans des idées de décryptage, mais c'est comme intéressant de penser que tu es possiblement en train de décrypter l'idée de l'industrie culturelle de qui écoute la télé entre 3h et 4h. Aussi. Puis c'est un projet dans lequel auquel j'ai pensé durant mon congé sabbatique. Donc maintenant, tout le monde sait ce que je faisais durant mon congé sabbatique. Je regardais la télévision et c'est souvent des films de série B. Vous connaissez les films Hallmark, là. Bon, c'est souvent des histoires d'amour très stéréotypées et qu'on pourrait dire conservatrices. Le schéma familial dans lequel il y a une crise, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de matière dans ce genre de trucs qui, a priori, sont complètement nuls. Mais bon, après, c'est toujours l'idée d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de trucs. Ouais. Je trouve ça... Excuse-moi, mais c'est parce que ça m'a fait penser en même temps à... Je pense que c'est Spotify qui a commencé à engager des musiciens qui font des morceaux de musique... un peu générique, puis que quand ils ont l'impression que la personne, elle écoute, est sur le pilote automatique, puis elle écoute plus, elle remplace, elle met cette musique-là qui coûte pas cher de droit, puis on dirait que ces émissions Hallmark-là ont ce rôle-là de pas d'écoute, là. De remplissage. En tout cas. Pour répondre à cette question, la chose qui vient... pour moi, c'est plus que c'est toujours en déplacement que j'ai des bonnes idées pour mes projets, de faire de vélo puis de anyways. Alors c'est juste que il y a ce mouvement
Aussi que souvent je me déplace pour faire des projets et ça m'aide à réaliser mes projets, d'être dans une autre culture ou de comprendre comment les choses fonctionnent ailleurs qui influence un peu mes projets. Oui, le mouvement. Ça éclaire, j'imagine, des décalages ou je... Ouais, c'est plus, la façon que j'ai réalisé le projet No Hero, que je continue ici à Rouen pour ce projet, j'ai compris à partir de ce projet que ce qu'on fait pour combattre le changement climatique, c'est un peu déterminé culturellement. Et je me suis rendu compte de cette réalité parce que j'ai commencé ce projet à Tokyo où toutes les choses sont très déterminées culturellement d'une façon qui est plus que j'ai habitude ici au Québec. Puis je ne sais pas si j'avais eu cette réalisation si j'avais fait le projet au commencement ailleurs. Puis ça m'a provoqué de continuer le projet dans d'autres endroits dans le monde pour un peu voir c'est quoi les différences dans l'engagement. Puis alors j'ai continué le projet en Australie l'été dernier, puis maintenant j'ai fait le projet à Témiscamingue, puis maintenant à Rouen. Aussi, c'est ça, en comparant avec différents lieux dans le monde, les déterminants culturels aussi, par comparaison, on dirait qu'ils ressortent encore plus, j'imagine. Yeah, I don't know. I mean, c'est tous une découverte à partir de les gens qui ont décidé de participer. Puis, il y avait une des participants qui a fait des annonces de... c'était un espace pour faire pour vendre des recyclages des matériels pour le design intérieur. Puis il a fait une annonce pour son business qui dit que c'est en lien avec Motainai, qui est un concept japonais qui veut dire d'avoir une I'm going to say it in English, a deep regret about waste. Mm-hmm. Et c'est à cause de ces annonces pour son projet que ça m'a allumé parce que presque tous les gens, plusieurs gens qui ont participé, fait un type de recyclage comme très avancé. Et j'ai comme réalisé que ce principe japonais a influencé beaucoup la société, puis c'est un peu la raison qu'ils sont si avancés avec le recyclage, c'est un peu ce concept-là. So, c'est comme... Mais il y avait d'autres choses dans le projet qui m'a aussi pointé que il y avait toujours comme une autre raison pour le faire, pas juste de combattre les changements climatiques, mais une autre raison un peu déterminée culturellement qui m'a aidé de voir ça dans ce contexte-là. Mm-hmm. Oui, donc, mais on a été à Rouen en novembre, puis j'imagine que c'était votre première fois là-bas, pour les deux, c'est pour ça. Mais, OK, mais c'était quoi ta première impression du lac? J'étais impressionnée par le fait que c'était au centre, puis tout se passe tout autour, et que ça prend beaucoup de place dans la ville, que c'était central. Oui. Yep. J'ai aussi eu cette impression-là. Le lac est tellement grand, puis il y a la ville qui reste à une échelle. On dirait qu'il y a une sorte de disproportion, pas de disproportion, mais de... Des mesures. C'est comme une proximité, mais il y a aussi cette idée que tout ce questionnement de ce lac est autour de comment est-ce qu'on peut être plus proche à ce lac. Mais c'est proche, c'est là. Mais cette idée de comment le rendre plus réparé pour que les gens peuvent entrer dedans, pour qu'ils peuvent
mais aussi tous ces questionnements de comment est-ce que c'est lié, de savoir que cette lac commence et va à Montréal, right? D'avoir cette conception-là, I was like, wow, OK. Alors, parce que c'est le commencement de les rivières qui connectent Rouen à Montréal. Alors c'est comme très large, mais en même temps, il y a comme cette barrière créée par des idées autour de est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Comment... Non, mais oui, c'est clair. Yeah. I don't know. Mais c'est aussi que ici à Montréal, j'ai l'impression que l'eau est loin, right? Et c'est un peu un contraste d'être si proche à l'eau, puis d'avoir ce sentiment que quand tu marches autour, que le vent est comme un vent autour d'un lac, right? Il y a cette... c'est génial. Puis on dirait qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui relève de l'interdiction autour de ce lac-là. L'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est à Magog, le lac. Il y a des espaces de plaisance. Il y a vraiment, c'est un endroit aussi de jeu, de détente. Il y a des choses qui sont aménagées. Alors que là... il n'y a pas ça, puis on se demande, mais même peut-être si c'est pas conseillé de se baigner, on pourrait quand même aménager. Mais il y a quand même un aménagement, donc pour marcher, pour faire du vélo, etc. Mais on sent que c'est encore très ambigu, qu'on peut pas nécessairement s'aventurer autour, à 100%. C'est ça, son plan de l'aménagement, c'est qu'il y a la ville et le lac. Hein? On est presque au bord du trottoir. Bon, j'exagère évidemment, là, mais il y a quand même des sentiers qui sont là, mais ouais. C'est vrai qu'on a l'impression de vouloir plus le contourner ou que de s'en approcher vraiment des rives. Ou il y avait un quai qu'on a visité, mais c'était comme pas super... il était un peu rentré brimballant. de façon inquiétante dans l'eau. C'était comme... ouais. Puis c'est aussi cette idée qui revenait constamment dans les discussions, c'est-à-dire, oui, on peut se baigner, mais il faut pas gratter le fond. Ouais. C'est ça qui... donc, il y a cette... ce risque qui existe, qui fait en sorte qu'on ne peut pas non plus parce que, se baigner dans un lac, c'est les vacances, c'est un peu, bon, j'exagère encore, mais c'est l'insouciance, alors que là, quand on veut pas aller dans le lac et risquer de tout détruire, ou en tout cas de l'endommager. Donc, il y a juste un espace pour pique-niquer. En tout cas, on était là au mois de novembre. Ouais, donc, c'était l'automne. Donc, on ouais. n'était pas peut-être dans la période. Peut-être que, en été, les usages sont tout autres. Puis, il y a une activité qu'on n'a pas vue. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous ont marqué ou inspiré durant ce séjour-là? Moi, j'ai bien aimé la marche qu'on a faite l'après-midi, le samedi après-midi, donc la deuxième journée. On était... Audrey était là, Mélanie était là avec Antoine. C'est tout. Je pense est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Je me souviens plus. Didier. On a comme croisé plusieurs... Oui, c'est ça, on a c'est ça. croisé d'autres groupes, ouais. Puis on est allé explorer un peu, disons, les digues. Les digues, voir la couleur de l'eau, etc. Puis bon, c'était toute cette expérience de la curiosité, en fait, là. On découvrait un peu... Moi, je découvrais un peu, justement, le monde minier, ses conséquences. Puis Antoine, qui s'y connaît plus en termes de minéraux, nous expliquait aussi un peu les conséquences de l'érosion, par exemple. Nous expliquait aussi plein de trucs sur le marché du cuivre. Bon, c'était très, très, très intéressant. Puis moi, c'est quelque chose qui me... c'est une question que je me posais, c'est-à-dire, mais c'est quoi justement il y a la fonderie, mais c'est quoi le trajet là, du marché, comment ça se passe concrètement,
Alors voilà, je répondrai pas maintenant, je le répéterai pas parce que sans doute que je le ferai très mal, mais bon, je remercie Antoine de m'avoir quand même aiguillé sur ces questions-là. Antoine, qui est cofondateur de l'atelier La Coulée, là, pour les personnes qui ne sauraient pas. Là. C'est pour ça qu'il se connaît comme il est dans le monde de la fonderie et tout. Là. Oui, on va placer les références là, de ça dans la description. Oui. Avant de aller à Rouen, mon mari a participé à un événement artistique en 2006 qui s'appelle Trafic, qui a été un grand événement avec plusieurs artistes internationaux, locaux, puis de Montréal. Puis j'ai toujours eu comme cette impression que Rouen, c'est cet espace merveilleux, incroyable à cause de ces expériences. Alors j'étais comme tellement excitée quand j'ai entendu de ce projet. And I was like, je veux aller là-bas. Et quand j'ai appris, parce que mon implication dans le projet est de commencer avec une expérience de mon projet No Hero en Australie, parce que un des participants a dit que pour lui, la chose la plus importante dans le combat contre les changements climatiques, c'est la capacité des gens de parler l'un à l'autre. Et ça a un peu formé toute cette partie que j'ai pris des images dans la forêt, juste à l'extérieur de Sydney, parce que tout ça a été brûlé, puis les gens ont été vraiment affectés, puis j'ai parlé beaucoup à des gens qui vivent là-bas, puis j'ai compris que toutes les actions pour comme se préparer pour la prochaine fois qu'on va avoir une autre grande feu, parce que ça va arriver, ça arrive de plus en plus souvent maintenant. C'est comme les gens ne peuvent pas s'entendre. C'est quoi qu'il y a à faire pour se préparer pour ça. Ça a vraiment me marqué. Puis c'est quelqu'un qui a créé comme un espace communautaire. Alors j'ai décidé de prendre 2 différentes photos avec lui, un dans le jardin. Puis après j'ai retourné pour prendre des photos dans une cuisine parce qu'il fait comme un repas chaque semaine dans cette cuisine aussi. Puis quand j'ai entendu que Collectif Territoire fait partie de ce projet puis anime toute notre relation avec le lac, en fait, on est invité à cause de l'implication de cette OSBNL. J'étais comme, je veux prendre des photos avec cette personne-là parce que je vois que que c'est à partir de ces organismes que les choses arrivent. Puis c'est vraiment génial de travailler avec Geneviève Aubray, puis de prendre des photos, puis de comprendre les enjeux par rapport à tout le travail qu'elle est en train de faire avec cet organisme. Alors c'est un peu le centre de mon implication dans ce projet, puis ça vient d'ailleurs, mais c'est comme fun de... Et aussi parce que Abitibi-Témiscamingue, c'est très large, puis j'ai réussi de prendre des photos avec Bois de Drave à Témiscamingue, qui est comme très loin, enfin, de Rouen. Mais j'ai toujours pensé que c'est tous ensemble. On va à Rouen, c'est Abitibi-Témiscamingue, puis mais je réalise maintenant que toutes les places que j'ai pris des photos au Québec pour ce projet, c'est en lien avec l'eau. Alors, il y a quelque chose dans ça qui va très bien dans ma tête avec Québec, qui est très connu pour l'eau qu'on a. So there's something, et c'est comme un peu pas... c'était très circuitous comment c'est arrivé, mais après, j'ai été frappée par le fait que... toutes les choses que j'ai réussi à documenter à date au Québec, c'est en lien avec l'eau. OK. Ici. Non, mais c'est intéressant parce qu'on parlait justement de points de contact, on dirait matériels qui sont comme absents, mais ça, je trouve que le collectif Territoire permet d'avoir comme une entrée. Parce que c'est un point de contact un peu comme immatériel à travers de l'espèce de médiation culturelle, sociale, tu sais,
de comprendre aussi ce lac-là, puis que ce rapport à l'eau-là s'épaississe à travers le regard aussi de la communauté qui le côtoie à tous les jours, tu sais, en tout cas. Puis je trouve que c'est un peu à partir des informations qu'il nous a données que, justement, la deuxième journée d'exploration, on était comme... On voulait aller voir les autres bassins, trouver les traces, tu sais, voir de nos yeux les traces de l'industrie, tu sais, qu'on s'est fait raconter, finalement, là, en tout cas. On avait un peu plus d'outils aussi pour comprendre, capter les signes. C'est ça. Il y avait quelque chose de très intéressant dans cette première matinée-là, en fait. Là. C'est ça. Ou finalement, c'est ça, la marche du lendemain, c'est plus juste une marche de plaisance dans un sentier, mais c'est un peu, justement, une enquête, en tout cas, une exploration. On pourrait peut-être transiter vers la troisième partie un peu du podcast qui est justement vos propositions à l'aune de cette visite-là, puis de vos réflexions sur le lac, puis le projet au sens large. Fait que c'est ça, moi, on serait curieuse de savoir ça a été quoi le point de départ de vos propositions ou comme ce qui les a, l'impulsion, une chose une inspiration qui a mené à leur développement. Je sais pas si Philippe... Je peux y aller. Déjà, justement, je m'intéresse de plus en plus, depuis quelques années quand même, aux pratiques médicales, à ce qui touche à l'environnement de la santé. Et déjà, quand on a fait cette visite le matin, tout de suite, ce que je croyais être l'objet de mon projet, ça allait être l'hôpital. En fait, cette situation de l'hôpital par rapport au lac. Puis il y a plein de choses qui ont été dites à propos de pas de cet hôpital-là, qui est le nouvel hôpital, mais aussi de l'ancien hôpital où Horn montait sur le toit pour avoir une meilleure vue du paysage. Il y a toutes sortes de symboles comme ça. Ensuite, on est allé visiter les archives et là, il y avait tous les rapports de coroner et là, comme l'idée d'aller fouiller pour voir s'il y avait eu des noyades dans le lac, en lien avec l'hôpital, etc. Donc, c'était vraiment la question de la santé et cet endroit assez atypique où est situé l'hôpital, c'est-à-dire qu'habituellement les hôpitaux sont plutôt mis à l'écart, en tout cas maintenant, là, ils sont plus dans le centre comme tel, mais là c'est ça, c'était l'idée, on est devant le lac, mais un lac qui est aussi mal en point, mais bref. Ça a été mon point, c'est ce qui m'a allumé, mais après, rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas être réalisable avec le temps que j'avais pour aller comme faire les recherches dans les archives et tout. C'était peut-être ça m'engager dans quelque chose de beaucoup trop complexe pour le temps que j'avais, alors j'ai réorienté mon projet, mais avant d'en parler, je vais laisser la parole à Kim. C'est drôle parce que quand j'ai retourné pour prendre les photos avec Geneviève Aubrabe, mais j'ai marché à côté de l'hôpital, puis j'ai ce que tu as dit pendant notre visite en novembre m'a affecté, puis j'ai pensé à tes idées. Alors, est-ce que tu continues d'une façon avec... Non, pas du tout. OK. Alors, maintenant, je suis tellement intéressée de savoir ce que tu as décidé à faire. Mais je pense aussi que j'ai comme un peu expliqué la racine d'où vient mon intervention artistique à Rouen. Mais ça commence avec ça a commencé avec une rencontre Zoom avec Geneviève juste pour voir c'est quoi qu'elle veut, parce que c'est elle qui doit un peu décider comment elle veut, qu'est-ce qu'elle veut montrer comme son engagement de collectif territoire vers cette combat contre les changements climatiques. Puis on a un peu elle a beaucoup expliqué les défis parce que c'est comme une grande négociation
tous, elle a réussi, ou le collectif Territoire a réussi d'avoir des grandes sommes d'argent pour étudier le lac, puis après pour engager de faire le traitement du lac d'une façon ou une autre. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter ça avec des images? Alors, je suis allée pour une séance de prise de photos il y a une semaine, puis on a décidé de prendre des images plus dans son espace de travail, dans ses bureaux, puis aussi elle a proposé de prendre des photos pendant qu'on fait le ski de fond, parce que pour elle, ses idées, puis la façon qu'elle... Et j'aime ça quand les gens proposent des choses comme où je pense, right? Alors, on a fait une séance de photos de ski de fond. Et puis, je retourne dans une semaine pour prendre des photos pendant un événement qui est organisé qui s'appelle Aqua Hacking. Alors, c'est des étudiantes qui proposent des solutions, puis c'est comme une compétition, puis ils ont accepté pour l'instant que je suis là, puis je prends des photos avec eux comme je fais partie. Alors, j'ai hâte de retourner, puis essayer de faire ça. Mm-hmm. Puis est-ce que dans les photos que tu as prises avec Geneviève, aussi c'est drôle que tu dises qu'elle a proposé le ski de fond parce que c'est dans ces moments-là qu'elle réfléchit, parce que tu disais que toi aussi c'est oui, ça, exact. quand tu fais du vélo. Complètement. Alors j'ai comme un peu sauté sur cette idée à cause que pour moi aussi c'est un moment pour avoir des idées ou de processing, right? Mais c'est aussi, je trouve que c'est important pour elle de représenter la nature, parce que c'est un peu son engagement aussi. Alors, je pense que ça a été un peu l'encadrement pour cette idée. Puis, alors, les premières photos, c'est plus son travail personnel, ses espaces de travail personnel, puis l'autre va être plus en représentation parce que c'est comme un événement qu'elle organise. Puis je me sens comme chanceux que j'ai ces deux moments pour retourner puis prendre des photos. OK, ben là, c'est ça, Philippe, tu nous as dit un peu que ton projet avait changé, mais là... Il y a du suspense. Ouais, c'est ça, il y a du suspense. Ta proposition, dans le fond, elle en est où en ce moment? Elle a changé, c'est ça, quand j'ai réalisé que j'allais pas avoir le temps de retourner à Rouen, de faire les recherches que je voulais, autant en urbanisme, aménagement du territoire. Bon, c'était quand même trop gros, parce qu'après, je me suis dit, OK, l'hôpital, c'est une bonne piste, mais comme ça, rapidement, il me semble que j'allais pas en dire ou en faire quelque chose d'assez approfondi en si peu de temps. Donc, j'ai eu un flash, mais c'est en fait... j'en avais parlé dans la voiture à l'aller vers Rouyn-Noranda. Donc, je vous disais dans la voiture que je m'amusais beaucoup avec une application je sais pas si on va l'appeler une application de reconnaissance végétale, c'est-à-dire que c'est une application qui nous permet de photographier par exemple une plante ou une fleur qu'on ne connaît pas. Ça va nous dire le nom, ça va nous dire dans quel état est la fleur ou la plante, si elle est en bonne santé, est-ce qu'elle a besoin d'eau, etc. Bon. Donc, je l'utilise un peu pour jardiner dans ma cour l'été. Et comment j'ai découvert cette application-là, c'est en vacances. J'étais avec ma famille, puis il y avait un arbre qui je croyais être un érable japonais. Alors, j'ai regardé si on pouvait trouver tel type d'application, si ça existait. Je suis pas très connaissant en nouvelles technologies, donc je savais pas si ça existait, mais miracle, ça existait. J'ai pris en photo l'arbre et c'était effectivement un érable japonais, mais après, je me suis mis à photographier les membres de ma famille pour voir à quelle plante ils étaient associés. Et ça donnait des résultats assez étonnants. Mais après, bon, j'ai
plus repensé à ce jeu que j'avais mené, jusqu'à l'aller vers Rouyn-Noranda, où je dis, ah oui, parce qu'on parlait avec Rachel Bouvet, ma collègue du département, on parlait justement de végétaux, etc. Donc, je lui disais que j'apprenais beaucoup de choses depuis que j'avais cette application-là. Et à un moment, quand j'ai dû changer de projet, je me demandais comment j'adapte mon projet sur l'hôpital. Puis après, j'ai laissé tomber quand j'ai réalisé que je pouvais faire un projet avec cette nouvelle tactique que j'avais pas nécessairement découverte, mais en tout cas que moi je l'avais découverte. Mais bon, c'est peut-être très répandu. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais aller, lorsqu'on y retournera au mois de mai, je vais aller faire le tour du lac. Je vais photographier différents objets, que ce soit des déchets, des installations, des blocs de béton, la pancarte qui indique que la patinoire est fermée. Et je vais voir les associations qui sont créées avec des végétaux. Et je vais, en fait, de cette manière-là, planifier une sorte de réaménagement végétal des berges du lac, en fait, pour créer une sorte, c'est très spéculatif, c'est très voir une potentialité, parce que j'ai fait quelques tests, par exemple, en photographiant l'affiche du symposium, où c'est écrit Lac Kosciuszko, un lac de tête, et l'association, attendez, c'est avec je vais vous dire ça, j'ai l'application juste ici. Moi, je trouve ça c'est drôle. Le mescal. Bon. Okay. Alors voilà, c'est d'essayer ensuite de reprendre, en plus de la photo, toutes les informations pratiques qui sont associées, mais c'est de penser aussi à la possibilité réelle donc là, on a un échec total. Le mescal, on pourra pas le planter, mais il y a des trucs quand même intéressants. Il y a le lenticule mineur, il y a le chien d'Andoran ou le foin d'odeur, qui pourrait être une alternative à ce fameux, comment on appelle cette herbe qui pousse... Un myriophile? Non. Qu'on voit partout sur le bord des autoroutes, qui est là sur... Le graminé, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Après, c'est de tester, voir... Ouais, voilà. Donc, c'est de tester, voir les possibilités, mais je ne me prétends pas du tout... jardinier. Je suis pas un jardinier patenté qui est capable de mesurer déjà toutes les conséquences bonnes ou néfastes de la présence d'une plante autour du lac, mais c'est vraiment, de spéculer sur un réaménagement végétal des berges. Et je vais cartographier. Après avoir photographié les différents objets, je vais les reporter sur une carte, en fait, pour dire où je les ai trouvés, quelles plantes on pourrait placer à telle place, etc. Je trouve que le dispositif en soi est comme intriguant, parce que, tu sais, je me serais attendue à ce que ce genre d'application-là, si tu l'essayes puis que c'est pas une plante, ça soit juste un échec, tu sais, que ça fonctionne pas. Là, on dirait que le fait qu'il y ait une proposition, c'est vrai qu'il y a comme vraiment un mouvement spéculatif intrinsèque, là. Ouais. Ça marche pas à tous les coups. Des fois, il faut que je change d'angle, mais ça fonctionne assez souvent. Par exemple, le ballon de soccer de ma fille, c'est un melon, mais il est bleu fluo, là. Donc, c'est beaucoup des associations de formes, mais pas toujours, parce que la photo que j'ai prise du lac, de l'affiche du lac Kosciuszko, il y a une teinte verdâtre qui peut ressembler au mescal, etc. Bon, mais des fois, il y a des associations assez imprévues. Donc, voilà, c'est ce jeu de comment utiliser une technique. C'est encore ma réflexion sur la pratique qui est là. C'est comment utiliser une pratique, mais la déporter ou l'importer dans un nouveau contexte. Et là, c'est ça. Je sentais que ça faisait qu'il y avait un projet beaucoup plus circonscrit, réalisable, et voilà. Puis, mettons, après avoir fait cette marche-là où tu vas prendre les photos, c'est quoi comment tu vas restituer
expérimentation-là, ça va être comme un texte ou ça va être vraiment les photos? Non, je vais plutôt faire une présentation du processus, en fait. Ouais. Vous montrer les échecs, les résultats intéressants. Donc, mais ma réflexion, elle n'est pas finie, sur tout ce qui va composer le dispositif, là. Mais oui, ça va aller en ce sens-là. Je ferai pas, un texte ou un dispositif tout de suite. Ce sera plutôt dans la publication. Ouais, on a quand même parlé des documents. Est-ce qu'il y a des ressources ou des matériaux qu'on n'a pas discuté auxquels vous pensez qui... Well, de mon côté, je vais réaliser les photographies, mais je ne vais pas comme les présenter dans une exposition, mais plus comme une présentation d'artistes de ce projet No Hero, avec les images que j'ai prises au Japon et à Australie et incluant ce que je prends à Rouen pour comme recontextualiser ce qu'on a fait ensemble dans le projet plus large. Enfin, puis c'est pour un peu partager toutes ces découvertes qu'on a parlé un peu pendant la pause de la relation entre ce qu'on fait culturellement et les gestes qu'on fait pour combattre les changements climatiques, puis les croisements que j'ai vus au Japon, puis qui a un peu inspiré de continuer ce projet dans d'autres endroits. Mais c'est aussi de parler de cette réalité de ce que j'ai découvert en Australie par rapport à cette idée de communauté, puis mon expérience à date à Rouen, c'est comme un peu incroyable parce que pour faire le projet avec Geneviève, j'ai arrivé puis elle a des enfants, puis je savais pas qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants parce que mon mari a aidé de prendre des photos pour la première séance qu'on a fait la semaine dernière, puis enfin tous les enfants ont allé à un café pour faire le céramique pendant que on fait notre photo ensemble, puis ça a vraiment allumé ma fille, puis juste tout cette la façon que ça fonctionne là-bas va dans le sens de ce que j'ai anyways, c'est comme une découverte de toute cette communauté-là pour réaliser ce projet que j'apprécie. Yeah. C'est touchant, je trouve. Well, I mean, c'est un peu augmenté aussi parce que cette fin de semaine, quand on est décidé d'aller, c'était au même moment de cette vernissage. Puis Geneviève Geneviève, qui fait partie de ce collectif d'artistes, Geneviève Mathieu, est très généreux. Puis ça a augmenté cette idée qu'on rentre dans la fabrique sociale parce que c'était un lancement de cette vernissage, c'était comme un record nombre de personnes qui a été venu pour le vernissage. Alors, ça a donné cette impression de comme, I don't know, it's just, I feel very lucky that I'm just going to stop. Yeah. C'est vraiment intéressant tout ça. Je pense que là, ouais, on serait comme curieuse de savoir comment vous envisagez. Là, on vient d'en parler un peu, mais comment vous envisagez ces propositions-là, justement, à l'aune de l'exposition collective qu'il va y avoir, ou comme les dialogues aussi, peut-être interdisciplinaires ou des mélanges, c'est ça, justement, intercommunauté Montréal-Rouen, mais aussi interuniversitaire, fait, entre l'UQAM, l'UDM, l'UQAT, ou c'est ça, ouais, entre les disciplines aussi. Je sais pas si... Quand on est voyagé là-bas le 7 novembre, cette fin de semaine, ça m'a marqué. J'ai comme une impression que ça va être très large, en fait, ces propositions, parce que c'est comme très divers, puis chaque personne a son propre engagement, right? I don't know, mais je ne sais pas encore comment ma participation va terminer parce que j'ai hâte de comme essayer de prendre des photos autour du lac pour un peu avoir cette
relation directe. Mais je sais pas comment, j'ai pas assez de recul actuellement pour savoir comment est-ce que ça fonctionnait avec tout le monde, le reste des propositions, mais je avoue que je sais pas finalement, parce que j'avais comme une imagination de ce que tu vas faire, puis maintenant c'est comme une autre chose qui semble très intéressante et qui va d'un sens très spécifique à ton approche de ta pratique d'écriture. Mais c'est comme j'ai comme une impression maintenant que toutes mes imaginations de toutes les autres personnes qui ont discuté de son approche vont être différentes aussi et je vais être comme complètement je sais pas. Je sais que Gisèle va faire la même chose qu'elle a proposé parce que c'est comme j'ai déjà vu une présentation de son travail, puis je sais que c'est une manière, et c'est un peu la même chose pour moi. On peut imaginer à partir de ce projet que j'ai déjà commencé à faire, comment ça va insérer mais il y a comme d'autres mondes où je sais pas, right? C'est comme complètement flou. C'est un peu, peut-être que ça rejoint, ce que je vais dire rejoint ce que je disais un peu plus tôt, mais cette idée peut-être du collectif, c'est aussi une façon de penser comment nos productions vont se reconfigurer les unes les autres, puis pas nécessairement selon une perspective homogène, mais il va y avoir des rencontres, il va y avoir des liens, sans doute des différences entre plein de pratiques, plein de perspectives qui sont pas les mêmes, etc. Mais il y a quelque chose là, il y a des trames qui vont se déployer. Mais c'est aussi j'ai l'impression de penser, tu en as parlé tantôt, Kim, c'est aussi de penser les choses au-delà peut-être du symposium et de nos projets, mais pour moi, c'est toujours ça, par exemple, les activités scientifiques, par exemple, un colloque, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après, quand on va prendre un verre, quand on va, je sais pas, on est un peu plus détendu, et c'est les discussions qu'on peut avoir quand on est en voiture sur la route, quand on va prendre un cocktail au polonais, quand on va manger. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans ces moments-là qui font partie aussi de ce qu'est ce projet-là, en fait. Et voilà. Donc moi, je le pense comme ça, là, cette idée de collectif et de... Oui, puis aussi, ça c'est plus large aussi que ça. J'ai vu une colloque ici à Montréal qui a été organisée par Vox. Quelqu'un a présenté pendant cette présentation que Acid Rain, ce concept, avait un rapport avec la fonderie Horn dans les années 85. Puis j'avais comme 6 ans en 85, puis je rappelle tellement Acid Rain, mais j'ai pas pensé qu'il y avait un lien qui a été fait par notre gouvernement par rapport à cette réalité et comme une blâme qui a été placée sur la fonderie Horn. Et en effet, c'était pas vraiment la fonderie qui a été responsable, c'est plus les usines aux États-Unis. Mais j'ai trouvé ça comme, je sais pas si c'est maintenant que je fais partie de ce projet que maintenant je vois Rouen partout, but I was like, oh, this is like, okay. I just screamed. Trop de plaisir. Non, mais ça m'a allumé parce que maintenant je peux aller puis parler avec Geneviève Aubray parce que elle m'a expliqué la dernière fois quand on a pris les photos que il y a cette peut-être elle a dit l'histoire, mais j'ai raté l'histoire quand on a été là, mais il y avait cet homme qui est venu avec son grand bateau à moteur qui a un peu allumé tout le monde, puis tout le monde pense que c'est cet homme-là qui a pollué cet lac. C'est parce qu'il y avait comme quelque chose visuel qui est arrivé cette journée-là, mais ça fait des années, c'est comme des décennies que c'est arrivé. Et c'est comme un peu incroyable que les gens pensent encore que c'est pollué à cause de ça et pas, so
Maintenant, je veux savoir plus au sujet de Acid Rain quand je retourne et comment elle a compris tout ça là-bas. J'aime ce partage entre nos impressions officielles de Québec puis d'avoir comme une vraie relation avec ces idées. OK. Ouais, c'est drôle parce qu'on dirait que les plus acides, pour moi, c'est une époque où les problèmes étaient surmontables. Right. Non, mais ça a été présenté comme c'est quelque chose... Ouais, mais en même temps, l'idée de Acid Rain, c'est partout. Alors, non, tu ne peux pas le contrôler. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Est-ce que acide. Puis, OK, merci. Yeah. Mais je trouve que dans ce que tu dis, il y a aussi l'idée que finalement, une des plus grosses barrières avec le lac, c'est aussi l'imaginaire, tu sais, l'imaginaire qu'on s'en fait, puis le négatif, ouais. Mais aussi avec les changements climatiques, on a comme des quand j'étais en Chine pour faire un projet, on a été à côté de la mer pour la résidence, puis pendant toute la résidence, on a pensé que c'était le brouillard autour de nous, mais on a réalisé que non, c'est comme une malcompréhension, puis c'est vraiment peut-être un croisement de le brouillard avec la pollution, mais c'est vraiment la pollution qu'on a été en train de vivre dedans, puis c'était vraiment comme ça m'a beaucoup affecté mon imagination de c'est quoi ça, right? I don't know. On passe à des différentes places de inquiétude, je trouve, par rapport à tout ça. Puis il y a tout ça autour de cette idée du lac, puis la pollution, puis comment est-ce qu'on peut être à l'aise, puis changer quelque chose, puis c'est ça que Geneviève est en train d'essayer de faire avec son projet ou le projet plus large, parce que c'est collectif territoire, puis c'est pas juste elle, quand même que c'est elle qui fait beaucoup. Ouais. Mais je trouve que dans ce que tu dis, il y a aussi justement pour recréer des nouveaux imaginaires, il faut comme à partir d'espaces qui sont pollués, il faut comprendre aussi les sources de qu'est-ce qui vient d'où, puis être capable de caractériser. Tu parlais, mettons, du brouillard, puis là, de réaliser que finalement, c'est du smog. Ça change aussi l'appréhension de l'espace. Puis là, c'est comme, OK, maintenant, je sais, il y a comme un voile qui est retiré, puis là, on peut travailler avec la vraie matière ou le vrai état des choses aussi. Là, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Je pense que ça nous mènerait vers la fin. Oui. La conclusion, mais oui. Là, avant de finir, c'est ça, on aimerait savoir si qu'on peut suivre vos activités ou vos contributions. J'ai pas beaucoup d'activités ces temps-ci. Je publie aux éditions du Cartanier. Voilà, mes livres sont disponibles là et j'ai des articles disséminés ici et là dans les revues scientifiques, littéraires, voilà. Je suis un peu pris de court par la question. J'ai pas mon CV en tête. Voilà. Ouais. Oui, j'ai un site web où les gens peuvent voir les projets, mais j'ai une expo qui s'en vient au Japon à l'ambassade du Canada à Tokyo, qui va être l'aboutissement de ce projet No Hero, puis je vais réussir de exposer toutes les images ensemble de ces différents volets du projet. Puis ça va être l'été prochain. 2026. Pour ceux qui veulent des vacances à Tokyo, des idées de sortie. Yeah. Ben merci à vous deux. C'est je pense, qui conclut cet épisode-là du balado Ossisco, un lac de tête. Donc moi, je m'appelle Audrey Grandchamp. Moi, c'est Mélanie Arène-Michon. Et merci encore à nos deux invités, Philippe Charon et Kim Waldron, pour la belle discussion. Merci à vous deux. Merci à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal, le Laboratoire d'innovation territoriale Collectif Territoire, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Observatoire Ivanhoe Cambridge du développement urbain et immobilier, Figura,
le Centre de recherche sur les théories et les pratiques de l'imaginaire, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, le Centre R, le Centre Sagami, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, l'Écart, lieu d'art actuel, la revue Liberté, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.